Les quelques députés qui demeurent partisans de la peine de mort, combien sont-ils? C'est le seul mystère, car l'issue du vote ne fait pas l'ombre d'un doute. Demain soir, la peine de mort sera abolie. 16h cet après-midi à l'Assemblée, il porte un costume de ville, mais il pourrait aussi bien avoir sa robe d'avocat. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, prononce son ultime plaidoirie contre la guillotine. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. À cet instant, j'ai le sentiment d'assumer au sens ancien, au sens noble, le plus noble qui soit. Le mot de ministère, c'est le service. J'ai le sentiment de l'assumer. Demain, c'est l'abolition. Législateur français, de tout mon cœur, je vous remercie. Robert Badinter, bonjour. Bonjour. Ce jour-là, le 17 septembre, quand vous montez à la tribune de l'Assemblée nationale pour faire voter donc l'abolition de la peine de mort, il n'y a pas beaucoup de suspense. L'Assemblée est majoritairement socialiste. En revanche, il y a beaucoup d'émotion, on le sent bien dans les propos qu'on vient d'entendre. En tout cas pour moi, et je pense aussi pour un certain nombre de députés présents, et qui avaient beaucoup combattu pour l'abolition, à gauche évidemment. Je pense en particulier à Forny. Raymond Forny, oui. Oui, Raymond Forny, qui était président de la commission des lois. D'autres encore, Alain Richard, bien d'autres. Mais aussi à droite, je pense en particulier à Philippe Séguin, qui avait toujours été à la pointe du combat pour l'abolition. À Pierre Bas, qui avait déposé également un projet abolitionniste. Tout à fait. Il y en a eu beaucoup dans le passé. Robert Badinter, on peut rappeler même, en remontant très loin, Aristide Briand, en 1908, en remontant même encore plus loin, les très beaux propos de Victor Hugo sur l'abolition. Il y avait même eu une abolition déjà votée. Oui. À la fin de la Convention, lorsque la Convention s'est séparée, le dernier jour, en même temps qu'elle baptisait la place de Révolution, elle avait guillotiné place de la Concorde, qu'elle votait une amnistie générale, comme si était écœurée du sang qui avait été versé, elle décrétait que la peine de mort était abolie en France à dater du jour de la paix générale. Mais avant le rétablissement de la paix générale, Bonaparte était venu et il n'y a pas eu d'abolition. Alors, entre 1908, le projet d'Aristide Briand d'abolir la peine de mort, qui a échoué donc, et, disons, les années Pompidou, il n'y a jamais eu de projet, on n'a plus jamais parlé de la question. Et puis, on a dit que le président Pompidou était abolitionniste. Pendant un certain temps, il n'a pas, effectivement, il a accordé des grâces à tous les condamnés à mort. Et puis, brusquement, cette idée d'abolir la peine de mort est abandonnée à l'occasion et à cause d'un procès que vous connaissez bien. C'était le procès Buffet-Bontemps. Vous étiez l'avocat de Bontemps. Je vous propose d'écouter, pour voir un peu quel état d'esprit règne alors en France pour ou contre la peine de mort, d'écouter le verdict. C'était à la cour d'assises de l'Aube et la salle réagit. Vous verrez, c'est impressionnant. En conséquence, la cour et le jury, après en avoir délibéré en commun, à la majorité et sans désemparer, condamne Buffet-Claude et Bontemps-Roger à la peine de mort. Silence! Silence! Expulsez cet individu! Expulsez cet individu qui s'est levé pour applaudir! C'est impressionnant. C'est impressionnant, Robert Badinter, d'entendre ça, effectivement. Vous étiez bien sûr à Troyes au moment de ce verdict. Oui, avec Philippe Lemaire. Nous défendions en effet Bontemps, aussi Buffet, ses avocats. Et oui, les clameurs, celles-là, les applaudissements succédaient aux clameurs à mort, à chaque fois que le fourgon cellulaire arrivait au palais. J'ai connu ça dans d'autres circonstances aussi. Entre 1977 et 1981, j'ai défendu 6 hommes. Tous les 6 étaient voués à la peine de mort, pensait-on. Le premier s'appelait Patrick Henry. Les 5 autres avaient été condamnés à mort, puis la Cour de cassation avait cassé le verdict. L'affaire revenait devant de nouveaux jurés, et à chaque fois, la Cour d'assises a refusé la peine de mort.
Robert Badinter, est-ce que votre aversion pour la peine de mort n'est pas liée aussi au fait que vous êtes avocat, que vous avez eu assisté justement à une exécution capitale? C'est un peu le sentiment qu'on a quand on écoute tous les avocats à la suite justement de la condamnation à mort de leurs clients à laquelle ils assistent. Je vous propose d'écouter Maître Lombard juste après l'exécution de son client. C'est la première fois de ma carrière d'avocat que je vois un tel spectacle. Ça dépasse en horreur tout ce que je pouvais imaginer. J'ai vécu ce matin avec les jeunes confrères qui m'accompagnaient la journée la plus dure, la plus inhumaine de notre existence professionnelle. Je voudrais pour rien au monde revivre des heures aussi atroces. Vous savez, je n'emploie pas de grands mots. Je vous dis simplement ce que je pense et ce qu'aurait pensé tout homme à ma place. Quel que soit son rôle, quel que soit son métier, quelle que soit la participation que sa profession lui impose à cette inhumaine cérémonie. Maître Lombard était, je rappelle, l'avocat de Ranucci, qui a été exécuté en 1976. Robert Badinter, bon, je suppose que des propos comme cela, et puis même ce qu'il a vu, ce que Lombard a vu, vous l'avez vu aussi avec Bontemps. Et donc, je veux rappeler, dans le client, Ranucci, à ce jour, nul ne sait de façon certaine s'il était coupable ou innocent. Et dans ce cas, il y a n'en a peut-être pas en moins plus été guillotiné. Erreur judiciaire. Mais d'ailleurs, on consacrera sûrement une émission à l'affaire Ranucci. Mais est-ce que c'est l'horreur de l'exécution d'une exécution à laquelle vous-même vous avez assisté, ou est-ce que c'est le principe de la peine de mort contre lequel vous étiez? J'ai toujours été abolitionniste, mais c'était chez moi une conviction que je partageais avec beaucoup d'autres. C'est le procès lui-même et l'exécution, une totalité dans le cas de l'affaire Bontemps, parce que Bontemps n'avait jamais tué personne. Bontemps a été condamné une première fois, il n'avait jamais tué. Là, il était accusé d'être un des assassins, et les débats avaient montré, et nous avions pu démontrer, et la cour d'assises avait reconnu dans son verdict, que Bontemps n'avait pas été l'assassin, mais n'était que le complice de Buffet. Je crois que c'était un surveillant et une infirmière qui avaient été assassinés à la prison de Clairvaux en 1971. Surveillant et une malheureuse infirmière qui avait été égorgée au cours d'une prise d'otage. Les débats avaient prouvé que c'était Buffet. Bontemps était le complice. Pour moi, il était évident que celui qui n'avait pas tué ne pouvait être condamné à mort et exécuté. Il a été condamné à mort et il a été exécuté. Et à partir de là, j'ai compris qu'il était impossible d'accepter que cette espèce de châtiment qui en réalité n'était que l'exécution d'un être humain qui n'avait tué personne puisse subsister dans la justice française. Mais je suis passé du niveau de abolitionniste au niveau de militant de l'abolition. Admettons, là vous semblez dire qu'au fond c'est parce qu'il y a le risque d'une erreur judiciaire qu'il faut abolir la peine de mort. Admettons qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas d'erreur judiciaire. Non, je me garderais de reprendre ici un débat sur l'abolition, mais il y a bien autre chose. Il y a bien autre chose que cela. Il y a d'abord un choix moral. Il y a le fait de ceux qui considèrent que l'on peut décider de la vie d'autrui. Alors vous me direz, les assassins le font, ça ne me paraît pas être le bon exemple. Mais il y a plus. Quand on élit de très près la pratique judiciaire en matière de condamnation à mort, on constate quoi? On constate que X était condamné à mort et l'autre pas, qui avait commis un crime aussi affreux, selon les dispositions du jury, selon le talent de l'avocat général ou de l'avocat, selon qu'un crime atroce avait été commis dans les quelques jours qui précédaient les assises. On constate que tel s'est vu reconnaître par les psychiatres le bénéfice d'une irresponsabilité au moins partielle et l'autre pas, alors qu'on peut avoir des doutes identiques dans les deux cas. On constate aussi, il faut le reconnaître et le savoir,
que derrière les verdicts se cachent dans ces cas-là des pulsions dont on n'est même pas conscient, ce n'est quand même pas l'effet d'un hasard. Si aux États-Unis, qui pratiquent si largement la peine de mort, le nombre de Noirs condamnés à mort pour avoir tué des Blancs est si élevé, et l'inverse si rare. Et moi, j'avais découvert en regardant de très près les statistiques que pour des crimes identiques, l'on avait plus souvent tué, exécuté des Maghrébins que d'autres qui ne l'étaient pas. Est-ce parce qu'ils avaient commis le crime ou est-ce parce qu'ils étaient Maghrébins? On ne peut pas admettre cette discrimination et ce hasard dans ce qui constitue la justice au moment où la vie des hommes est en jeu. Non, la peine de mort est incompatible avec la justice. Alors c'est ce que vous dites, bien entendu, le 17 septembre 1980 à l'Assemblée. Le lendemain, 18, sans beaucoup de surprise, je le répète, le projet donc abolissant la peine de mort est voté par 363 voix contre 117. Il faut rappeler que beaucoup de députés de droite, enfin en tout cas quelques députés de droite l'ont voté. Je crois que Jacques Chirac l'a voté, que Philippe Séguin... C'est quand même dégagé. Sauf erreur de ma part, ça doit être de l'ordre de 25 ou 27, ce qui, compte tenu de la relative importance de l'opposition de droite à l'époque, est déjà un chiffre sensible. Et je dois dire que j'ai toujours considéré que, par exemple, en effet, pour Jacques Chirac, je le lui ai dit d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le faire, voter l'abolition représentait une position politique moralement courageuse par rapport à son électorat. Donc c'est un acte qu'on doit relever à son crédit, comme celui des autres députés de l'opposition qui ont voté pour l'abolition.